Vous écoutez un podcast UC Louvain. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le deuxième numéro de Capito, le podcast qui aide à comprendre. Nous tenons tout d'abord à remercier les nombreux auditeurs du premier numéro consacré à l'amour. Si vous l'avez manqué, il est toujours dispo sur uclouvain.be/capito et sur votre plateforme de podcast préférée. Dans ce deuxième numéro, nous allons tenter de comprendre les virus et les épidémies. Je suis Alain et à mes côtés à la présentation ma complice Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Alain. Et à nos côtés, celui sans qui ce décryptage serait tout simplement impossible, notre expert UC Louvain du jour, Jean Ruel, professeur de virologie. Bonjour Jean Ruel. Bonjour. Nous enregistrons le podcast le 4 mars 2020. À ce jour, plus de 90 000 cas de coronavirus sont confirmés dans le monde, dont 80 000 en Chine, 2 500 en Italie, plus de 200 en France et 23 cas en Belgique. L'épidémie aurait fait un peu plus de 3 000 morts et depuis ce matin, j'ai déjà reçu environ 12 notifications de médias concernant le virus sur mon smartphone. Et pourtant, les messages et les recommandations sont similaires à ceux qui sont diffusés lors des pics d'épidémie de la grippe saisonnière. Lavez-vous régulièrement les mains, couvrez-vous la bouche lorsque vous toussez, évitez les contacts avec des personnes présentant les symptômes. Nous allons essayer de prendre un peu de recul face à ce déferlement médiatique et essayer de comprendre ce que sont les virus et les microbes, comment ils se propagent et comment fonctionnent les épidémies. Est-ce que les conseils qu'on a tous reçus de nos parents du type « couvre-toi bien, ferme bien ton manteau, sèche-toi bien les cheveux en sortant de la piscine » sont vraiment efficaces pour éviter d'attraper un rhume ou la grippe ? Y a-t-il d'autres épidémies actuellement dans le monde et en Europe ? Combien de temps dure-t-elle ? Peut-on y échapper ? Est-on mieux armé en 2020 que lors de l'épidémie de grippe espagnole de 1918 ? Et d'où viennent les nouvelles maladies ? Pour nous aider à nous y retrouver dans ce flot d'informations continues et dans les idées reçues dès le plus jeune âge concernant les virus et les maladies, nous avons la chance d'accueillir Jean Ruel, professeur de virologie et chercheur au pôle de microbiologie médicale de l'Institut de recherche expérimentale, ici à l'UC Louvain. Jean Ruel, donc Alain vient de le rappeler, à l'heure d'enregistrer ce podcast, on est en plein dans l'épidémie du Covid-19, qui est appelée dans les médias coronavirus. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une épidémie et quand est-ce qu'on peut déclarer qu'une maladie se propage de manière épidémique ? En fait, l'épidémie va se déclencher suivant l'incidence. Donc l'incidence, c'est quoi ? C'est dans une population donnée, combien on a de nouveaux cas dans une période donnée. Donc par exemple, une semaine, un mois, un an. Et donc, si on a une incidence qui est en train d'augmenter, à ce moment-là, on peut parler d'épidémie. Donc, il y a des seuils en fait d'épidémie qui sont différents d'un virus à l'autre. Donc on peut très bien avoir des virus très connus dont on sait bien qu'ils vont être présents dans la population et puis tout à coup on a un pic d'incidence et il y a plein de nouveaux cas. Donc pour pouvoir déclarer qu'on est en épidémie, souvent on va avoir des mesures qui sont faites du nombre de cas, donc ce qu'on appelle de l'épidémiologie. On va mesurer les cas et voir s'il y a vraiment une augmentation notoire. Et quand vous dites on va mesurer, ça se passe comment ? C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est qui ? Dans chaque pays, il y a des instituts de santé publique qui vont se charger de collecter ces données, mais ces instituts de santé publique font appel à des médecins vigies ou à des laboratoires de référence qui vont compter le nombre de cas. Et donc souvent, quand on a des virus connus, comme le virus de la grippe par exemple, qui fait des épidémies saisonnières, là, on va faire appel à des médecins vigies qui vont prélever les patients et on va pouvoir, grâce à des analyses de laboratoire, confirmer chez un certain nombre de patients s'il y a beaucoup de virus qui sont présents. Donc, on ne va pas notifier tous les cas à 100%, comme c'est le cas pour l'instant avec le Covid-19, où, comme c'est nouveau, on est très attentif, on essaie de compter l'ensemble des cas pour ne pas qu'il y ait une diffusion large dans la population, essayer de juguler l'épidémie. Mais sinon, pour parler d'épidémie, pour revenir à la question, on mesure l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas, et on voit si ça augmente. Et combien de temps ça peut durer, une épidémie ? Alors ça dépend de toute une série de facteurs. Ça dépend des voies de transmission, ça dépend surtout de la biologie du virus aussi. Donc si on prend l'épidémie de VIH par exemple, elle a débuté dans les années 1980 et même si elle commence à être en recul, elle est toujours là. Donc il y a des épidémies qui peuvent durer plusieurs décennies. Maintenant il y a des épidémies qui sont plus saisonnière, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de cas en hiver, ou à l'inverse en été, mais peu importe, où on voit beaucoup de cas sur une période donnée, et puis au bout de quelques semaines, les cas s'arrêtent et on n'en parle plus.
Alors, est-ce qu'on sait vraiment comment on transmet certaines maladies ? Nous sommes descendus ici dans la rue pour demander aux passants s'ils savaient comment, par exemple, on attrapait un simple rhume. On écoute leur réponse. Avec quelqu'un d'autre qui a un rhume aussi, et puis par les bactéries qui passent de l'un à l'autre, je sais pas si quelqu'un éternue ou si on touche les mains, c'était quelqu'un qui éternuait ou je sais pas, ou n'importe. Si on mange quelque chose de pas nettoyé ou si on ne se lave pas les mains. Après peut-être, je sais pas si je pars un peu en cacahuète en disant ça, mais peut-être avec le froid, notre corps il sera un peu plus fragile à l'entrée de certains microbes. Ça pourrait peut-être un peu favoriser les rhumes, mais je suis pas du tout sûr de ce que je dis, c'est juste une petite pensée comme ça. Ce qui est au niveau des, par exemple les chevilles, mais ça arrive souvent, ou par exemple la gorge, où il suffit qu'on soit pas très bien couvert. Ça peut être aussi le fait que quelqu'un nous éternue dessus. Ça fait aussi par exemple si on est plus fragile au niveau si au niveau du système immunitaire est parfois moins bon, on peut plus facilement attraper un rhume. Quand on se lave pas bien les mains ou des réflexes comme ça. À l'aide des microbes, en se lavant pas les mains, j'en sais rien, en mangeant quelque chose de contaminé ou en respirant quelque chose de contaminé, je sais même pas si ça se propage par l'air en fait. Et donc, en fait, Jean Ruel, c'est quoi la bonne réponse ? Alors, il y a plein de choses qui sont dites, on est parti du rhume, après on est parti sur des virus qui se transmettent par l'alimentation, donc ça c'est tout à fait autre chose. Bon, il y en a qui se transmettent par l'alimentation, et donc un rhume banal, c'est même presque toujours un virus. Donc il y a déjà une petite confusion parfois entre virus et bactéries, mais enfin ça c'est peut-être plus technique pour les gens qu'on rencontre dans la rue. Mais donc les virus qui cause de rhume vont se transmettre par voie aérienne. Donc effectivement, c'est correct que si quelqu'un va éternuer, tousser et qu'il est infecté par ce virus, eh bien, il va le transmettre à son entourage. Maintenant, dans les rhumes et dans les infections respiratoires, il y a encore des différences parce que suivant la biologie du virus, vous avez des virus qui sont très résistants dans l'environnement, et donc le virus du rhume particulièrement, même s'il ne cause pas une maladie très grave, c'est un virus qui est assez résistant dans l'environnement et qui va pouvoir se déplacer dans l'air et pas forcément être transmis via les mains. Bien sûr aussi, si on a les mains contaminées, et en se lavant les mains, c'est vraiment une bonne protection, mais il y a des virus qui peuvent se transmettre par voie aérienne de façon plus large que simplement un contact direct. Par contre, quand on parle de la grippe ou du coronavirus 2019 qui nous occupe un peu dans l'actualité, là, en fait, on est plutôt sur une transmission directe à courte échelle. Même s'il y a débat pour le Covid-19 où certains chercheurs pensent que, vu les chiffres, il pourrait y avoir une transmission par ce qu'on appelle des aérosols, donc qui sont des toutes petites particules qui peuvent flotter dans l'air et atteindre les voies respiratoires assez profondément, mais ça n'a pas encore été démontré. Mais donc pour le rhume, le fait de sortir sans écharpe ou comme la jeune fille disait, d'avoir les chevilles un peu nues, en fait, ça n'a aucun rapport. Les chevilles nues, je pense pas, parce que ça se transmet par voie aérienne. Par contre, c'est vrai que si on a très froid, qu'on reste longtemps dehors, il peut y avoir une réaction au niveau des muqueuses qui fait qu'on est peut-être un peu plus fragile. Et puis, ce sont aussi des virus qui vont aimer le froid. C'est-à-dire que quand il fait chaud, ils sont beaucoup plus instables et donc ils vont davantage se propager s'il fait froid. Mais c'est vrai que le fait d'avoir froid et d'avoir les muqueuses de la gorge qui sont peut-être un peu plus exposées ou plus irritées peut favoriser l'acquisition du rhume, mais ce n'est pas le facteur premier. Le facteur premier, c'est vraiment que le virus circule. Et vous dites que certains virus sont plus résistants que d'autres, mais combien de temps ça vit un virus une fois que c'est en dehors du corps humain, je veux dire ? C'est quoi la durée de vie d'un virus ? Ça dépend en fait. Donc en fait, en gros, pour simplifier un petit peu, il y a des virus qui sont munis d'une enveloppe lipidique, donc qui sont emballés d'une petite enveloppe de lipides, et ceux-là sont fort fragiles dans l'environnement. Et donc la durée de vie, c'est quelques minutes. Donc si on en a sur les mains, on peut évidemment le transmettre à quelqu'un d'autre ou éventuellement se frotter le nez et avoir une contamination, mais au bout de quelques minutes, l'infectiosité diminue. Par contre, il y a certains virus qui vont être très résistants et qui peuvent persister plusieurs heures, plusieurs jours même dans l'environnement. Alors, vous avez parlé des virus et des bactéries en disant que c'était un peu trop technique, mais justement, c'est quoi la différence entre les virus, les microbes et les bactéries ? Et est-ce que c'est traité différemment ? Oui, tout à fait. Donc là, en fait, on parle en général de microbes au sens large pour dire tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, en fait, tout ce qui est microscopique. Mais dans ces microbes, il y a des organismes très différents. Donc les bactéries, ce sont vraiment des êtres vivants unicellulaires, donc ils ont une seule cellule, mais qui sont capables de se reproduire dans l'environnement. Donc elles sont équipées, elles peuvent vivre et se diviser dans l'environnement. Un virus, c'est différent, parce qu'un virus,
on est un petit peu à la limite de ce qui est vivant ou pas. C'est une entité biologique, on va dire, mais qui a besoin d'une cellule vivante pour se multiplier. Donc tant qu'il n'a pas rencontré une cellule dans laquelle il peut entrer et se multiplier, le virus ne va pas se diviser. Donc c'est un petit peu comme un virus informatique où on a un programme qui va rentrer dans un autre programme et éventuellement s'y multiplier et faire des dégâts. C'est un peu la même analogie où s'il n'y a pas une cellule cible, le virus ne va pas pouvoir se multiplier. Alors, on dit le coronavirus se transmet par voie aérienne. Ça paraît difficilement plus maîtrisable, contrairement à certaines maladies, ou notamment les maladies sexuellement transmissibles. Quels sont les modes de transmission les plus contagieux ? Tout dépend encore du virus, parce qu'il n'y a pas un mode de transmission plus contagieux qu'un autre. C'est vraiment dépendant de la capacité du virus à se multiplier, à infecter. C'est sûr que quand on parle de maladies sexuellement transmissibles, avec un préservatif, on peut éviter des transmissions. Avec une transmission aérienne, c'est parfois difficile de se prémunir de tout. Il y a d'autres transmissions, par exemple par des insectes vecteurs, où c'est aussi très compliqué, puisque là, on ne maîtrise pas le mouvement des insectes qui viennent nous piquer éventuellement et transmettre un virus. Il y a des transmissions qui se font aussi de la mère à l'enfant au moment de la naissance. Donc là, il y a vraiment toutes des voies de transmission. Il n'y en a pas une qui est plus contagieuse que l'autre. Ça dépend vraiment du virus et de sa biologie. Alors, on voit pour le moment les cas se multiplier ici pour le coronavirus avec les personnes qui rentrent de voyage ou de vacances. Mais donc, il y a une globalisation toujours grandissante dans notre société. Est-ce que ça va justement faire en sorte que ces pandémies, parce que maintenant c'est une pandémie, ces pandémies vont devenir de plus en plus fréquentes? Et est-ce que du coup, ça se fait avec des virus que peut-être on ne connaissait pas avant, avec des nouveaux virus? Oui, en fait, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, parce que c'est clair qu'on bouge beaucoup plus qu'avant. Il y a beaucoup plus d'accessibilité au voyage aussi. Avant, c'était peut-être réservé à quelques personnes. Maintenant, on ne peut pas dire que tout le monde a le droit de voyager, n'a peut-être pas tous les gens les moyens, mais il y a beaucoup plus de gens qu'avant qui voyagent. Il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi des changements climatiques qui jouent un rôle dans les transmissions de virus. Donc il y a certains virus qui étaient confinés à des régions tropicales qui vont commencer à apparaître au sud de l'Europe et qui vont peut-être se diffuser dans des pays où on ne les voyait pas avant. Donc il y a plusieurs choses qui font que les transmissions sont plus faciles. L'urbanisation aussi est un souci. Lorsque on voit une ville comme Wuhan en Chine où il y a 11 millions de personnes, les gens vivent en proximité très directe, et donc là il y a une potentialité de diffusion qui est beaucoup plus grande que si un virus apparaît au milieu de la brousse par exemple. Et justement, est-ce qu'on est tous égaux face aux épidémies? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas plus de chances de pouvoir les gérer dans les pays qu'on dit développés par rapport aux pays en voie de développement? Tout à fait. Donc ça, pour moi, c'est un sujet d'inquiétude quelque part, parce que d'abord, il faut qu'il y ait des possibilités de notifier ces épidémies. Donc, est-ce qu'on a une structure, des administrations, avec des gens qui sont capables de collecter les données, de les diffuser? Et puis, est-ce qu'on a un système de santé suffisamment performant pour pouvoir faire des tests de diagnostic, pouvoir garder les patients hospitalisés? Donc, tout ça, c'est quelque chose qui marche bien chez nous, qui coûte de l'argent, mais c'est pas grave, je crois que c'est de l'argent bien dépensé. Par contre, un pays qui aura un système de soins de santé qui n'est pas aussi performant que ceux qu'on a en Europe, beaucoup plus exposé. Et là, c'est vraiment une crainte, parce qu'on pourrait avoir des épidémies beaucoup plus grandes, beaucoup plus de cas dans un pays qui n'a pas les moyens de contraindre l'épidémie. Les nouveaux virus ont souvent une origine animale. On parle notamment du pangolin pour le coronavirus. Mais comment le passage se fait à l'homme à un moment ? Alors ça, il faut... en fait, c'est vraiment des cas très intéressants, parce que d'habitude, il y a une barrière entre les espèces. Donc ça veut dire qu'un virus qui infecte une espèce animale ne va pas infecter une autre, a fortiori pas l'homme. Maintenant, il y a parfois des passages qui sont d'une espèce à l'autre, parce que le virus s'adapte un petit peu. Donc on a souvent des hôtes intermédiaires qui vont faire en sorte que le virus change un petit peu et devient à ce moment-là transmissible à l'homme. Donc il y a de nombreux cas. Ici, dans le cas du Covid-19 qui nous occupe, effectivement, on suspecte le pangolin.
ça a confirmé, mais il y a quand même déjà des analyses phylogénétiques qui semblent cohérentes par rapport à ça. Mais on a un réservoir dans la nature de coronavirus qui sont souvent les chauves-souris. Et puis ces chauves-souris ont transmis le virus au pangolin, qui est un hôte intermédiaire où il y a une certaine adaptation et on a une transmission vers l'homme parce que on a découpé les animaux vivants. Enfin vivants, on venait de les abattre probablement, mais des animaux frais, on va dire, qui ont été manipulés et qui ont donné lieu à une contamination humaine. Donc il y a eu, si on parlait du VIH tout à l'heure, le VIH a aussi une origine animale, donc c'est des virus qui étaient présents dans la population de certains singes et puis qui ont été transmis à l'homme à l'occasion lorsqu'on mange les animaux, lorsqu'on les tue. Et souvent, le réservoir animal ne souffre pas de ce virus. Donc, c'est vraiment après une adaptation qui fait que l'autre espèce qui n'est jamais confrontée au virus va avoir des symptômes. Alors, pour notre deuxième micro-trottoir, on s'est intéressé au vaccin. On en parlera ensemble juste après. Et on a posé la question, êtes-vous en ordre de vaccin? Et si oui, de quel vaccin? C'est parti. Les vaccins, je pense que j'ai fait au niveau... pour l'utérus, j'ai fait... je pense pour la grippe aussi. Mais je sais que c'est dans mon carnet, mais après, je sais pas, peut-être la rougeole ou la varicelle. Je sais pas si c'est un vaccin, mais je pense que c'était vraiment les vaccins de base. Je pense que ça, j'ai fait. Oui, les vaccins de quand j'étais petit, ils sont tous en ordre. Il y a un petit carnet avec la liste, je l'ai chez moi, je l'ai pas avec, mais ça je suis bien en ordre. J'ai dû les faire récemment en plus. Oui, je suis en ordre de vaccin. Je sais pas exactement lesquels, mais je suis partie à l'étranger l'année passée, donc je sais que c'est bon. Je fais pas les vaccins des grippes parce que j'estime que c'est pas nécessaire et que je suis assez jeune pour... c'est plus pour les... Enfin, je trouve que j'en ai entendu parler, on m'a dit que c'était plus pour les personnes âgées qui faisaient ça. Genre mes grands-parents, je sais qu'ils le font. Et moi, si j'ai la grippe, on survivrait, quoi. J'en ai aucune idée, c'est ma mère qui me dit ça quand elle va chez le médecin. Donc voilà, on entend que oui, ils sont en ordre, mais alors de quoi? Ça, il faudra trouver le petit carnet à la maison ou chez maman. Donc on sait que les scientifiques travaillent actuellement à trouver un vaccin contre le Covid-19. On a vu par exemple un retour de la rougeole malgré justement une couverture maximale de ce vaccin. Donc est-ce qu'un vaccin réglera définitivement le problème du Covid-19 ? Pas forcément, non. Disons que c'est évidemment un outil qu'on aimerait avoir et qui sera très utile. Donc il y a déjà beaucoup de sociétés qui sont lancées dans des essais par rapport à des vaccins potentiels. Maintenant, ce qu'on ne sait pas encore avec le Covid-19, c'est comment va évoluer l'épidémie. Donc est-ce que l'épidémie va s'arrêter et va retourner chez son réservoir animal sans nous embêter? Est-ce qu'on va avoir de temps en temps des épidémies sporadiques qui reviennent de transmission d'animal vers l'homme? Ou est-ce qu'au contraire, un autre scénario possible, c'est que le virus s'installe dans la population et un petit peu comme le virus de la grippe H1N1 qui arrive en 2019, maintenant il est installé dans la population, il fait des épidémies saisonnières. Et donc là, c'est intéressant d'avoir un vaccin pour les personnes les plus fragiles. On entendait dans le micro-trottoir, effectivement, pour la grippe, on la conseille d'abord aux personnes âgées ou aux personnes qui souffrent de pathologies chroniques. Mais il est possible à ce moment-là qu'on ait un vaccin, qu'on puisse proposer aux personnes les plus fragiles, mais qu'on devrait adapter dans le futur en fonction de l'évolution de ce virus. Et en attendant un vaccin, justement, la mise en quarantaine, ça reste la solution optimale ? Mais c'est une bonne solution parce que ça permet d'éviter la diffusion du virus. Dans la population humaine, pour l'instant, il n'y a personne qui est immunisé puisque c'est un nouveau virus que l'être humain ne connaît pas. Et donc, il n'y a pas vraiment de barrière qui peut arrêter la propagation du virus. Jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'il y ait certains individus résistants, mais on n'a pas encore décrit ça. Et donc, la mise en quarantaine permet vraiment de contrôler l'épidémie. Alors, le virus n'est pas extrêmement mortel, mais s'il n'y a pas de protection immunitaire dans la population, on va avoir un grand nombre de cas et un petit pourcentage, on parle en moyenne de 2%, mais ça dépend des tranches d'âge fort aussi, mais imaginez que vous ayez 2% de plusieurs millions, ça fait beaucoup de décès. Donc c'est intéressant de mettre en quarantaine pour justement être sûr que la personne soit négative ou alors guérie quand elle a été infectée pour éviter la dissémination dans la population. Et comment se passe justement cette mise en quarantaine et comment on peut définir la période d'incubation du virus ? La période d'incubation, c'est vraiment le moment, en fait, par définition, entre on est infecté et où les premiers symptômes apparaissent. Et donc,
c'est un petit peu basé sur l'expérience. Donc si on a des cas documentés où les gens savent exactement quand ils ont eu un contact à risque et quand apparaissent les premiers symptômes, on peut établir quelle est la durée d'incubation. Et donc, pour reprendre l'exemple du Covid-19, on sait qu'on est dans une fourchette entre 2 et 10 jours. Et donc, une quarantaine de 14 jours permet d'éviter une apparition tardive de symptômes. Et donc, une fois qu'on est en quarantaine, on est un petit peu fermé du monde. Donc, ça veut dire qu'on est dans des locaux fermés. Bon, il y a tout ce qu'il faut pour survivre, mais le personnel qui va soigner ces personnes-là va leur prendre des mesures de précaution pour porter des masques, des gants, des blouses qui vont être changés pour ne pas contracter l'infection. On entend régulièrement dans les médias que la grippe saisonnière fait plus de morts que le coronavirus. Mais est-ce qu'on en fait trop, justement, pour le coronavirus ? On entend des conseils répétés par les instances publiques et par les médias qu'on n'entend pas spécialement chaque année pour la grippe. Alors, est-ce qu'on en fait trop, cette fois-ci, pour le coronavirus ? Disons que les recommandations, c'est pas en faire trop. Maintenant, il y a au-delà des recommandations, il y a des gens qui en font trop, franchement, pour l'instant. Donc, peut-être que dans 2 mois, j'aurai un autre discours, mais aujourd'hui, les personnes qui sont en Belgique, ce sont toutes des personnes qui ont été infectées à l'étranger. Et donc, à l'exception d'une personne qui a été infectée par un contact professionnel direct, le virus ne circule pas en Belgique. Et donc, commencer à se dire je ne vais plus vous serrer la main, je vais arrêter de vous parler à moins d'1 mètre, c'est quelque chose qui est tout à fait excessif. Maintenant, les règles évidemment de précaution, de se laver les mains et d'éternuer ou de tousser en se protégeant, enfin en protégeant les autres, ça c'est tout à fait relevant. Et ce sont les mêmes recommandations que pour la grippe. Alors, on les entend chaque année, en fait, quand il y a une épidémie de grippe, c'est des conseils qui sont répétés, mais qui ne sont moins médiatisés que pour l'instant. Mais donc, ce sont des conseils qui devraient être appliqués tout le temps, en fait, des conseils d'hygiène de base qui restent vrais pour le Covid-19. On va peut-être les rappeler, en fait, ces conseils pour éviter la propagation des virus, pas que du Covid-19. Donc, bien se laver les mains, utiliser des mouchoirs jetables et les jeter dans une poubelle fermée, tousser et éternuer dans un mouchoir ou à défaut dans le pli du coude et pas dans les mains. Et si on présente des symptômes, rester chez soi et éviter de contaminer les personnes autour. En effet, oui. Voilà. Il n'y a pas d'autres conseils ? Non, il n'y a pas d'autres conseils. On a fait le tour, d'accord. Non, parce qu'on est un petit peu, je trouve... ça peut, on peut l'expliquer parce qu'il y a une crainte de ce qui est nouveau, mais je trouve qu'on tombe un petit peu dans la dérive sécuritaire quand on commence à dire venez pas travailler pour quelque chose qu'on n'aurait pas fait que s'il y a une grippe ou des rhumes ou autre chose qui se passe. Merci Jean Ruel d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de virologie et chercheur au pôle de microbiologie médicale de l'Institut de recherche expérimentale et clinique à l'UC Louvain. Cet épisode a été préparé et présenté par vos serviteurs Alain et Sabrina. Nicolas Fabry était à la réalisation technique. Merci à Louise Radio de nous avoir accueillis dans leur studio. Capito, c'est tous les mois sur les meilleures plateformes d'écoute et sur uclouvain.be/capito. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée et partager ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez qu'on aborde un thème en particulier dans un prochain numéro, vous pouvez nous contacter via les comptes sociaux de l'UC Louvain sur Facebook, Twitter ou Instagram. Et à bientôt dans Capito.